Mesdames, Messieurs, si vous venez de nous rejoindre, vous avez déjà manqué une partie de Matin d'Éden, mais ce n'est pas si grave. En tout cas, en dehors des informations qui ont déjà circulé, c'est le moment de l'analyse. Et cette analyse nous invite à comprendre un peu la situation de la création des grands partis politiques devant affronter les prochaines élections législatives. Vous le savez, le code électoral et avant lui, la charte des partis politiques qui sont deux textes nouveaux prescrivent que pour désormais, pour aller à ces élections-là, il faut être des partis et il faut être de grands partis, en tout cas susceptibles de réunir au minimum 10% de suffrages au plan national. Dans cette dynamique, le président de la République, le président Patrice Guillaume Athanase Talon, aurait recommandé, je dis bien aurait recommandé, à ses partisans de se constituer non plus en 3, mais en 2 blocs pour l'accompagner, en 2 partis seulement, pour l'accompagner à l'occasion de ces élections. Pendant ce temps, au sein de l'opposition, des tractations sont en cours pour constituer là aussi 1 ou 2 partis politiques seulement. Dans le cadre de ces prochaines élections législatives, sommes-nous vraiment en face d'acteurs politiques capables de travailler ensemble, capables, comme on le projette là, de constituer ensemble des partis et d'affronter leurs adversaires au cours de ces prochaines élections? Nous allons essayer de le comprendre avec mes 2 invités qui sont des habitués de ce plateau, qui se sont déjà croisés ici, qui ont croisé le fer à certains moments, qui ne l'ont pas toujours fait. Nous verrons ce qu'il en sera aujourd'hui. Il s'agit de Laurent Delors Faton, qui est un analyste politique, spécialiste en communication politique. Bonjour Laurent. Bonjour Monsieur Bagidi. Merci d'accepter notre invitation et d'être présent chaque fois que nous vous sollicitons en face de vous. Quelqu'un que nous avons déjà reçu cette semaine, mais qui a encore une fois accepté de venir, Cyriaque Dekenou, directeur de publication de Emergence Info. Cyriaque, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Merci donc à vous aussi d'accepter notre invitation. Commençons déjà rapidement. L'entretien ne sera pas aussi long que d'habitude, puisque, comme je l'ai déjà annoncé, le contenu de cette émission s'est enrichi avec des chroniques. Nous parlerons tout à l'heure environnement. Nous allons commencer par nous poser la question de la pertinence de ces réformes qui ont conduit à ce qu'aujourd'hui, on en arrive à des réflexions qui devraient nous amener à la mise en place de grands partis politiques. Était-il pertinent de voter ce code, cette charte des partis politiques, pour en arriver aujourd'hui à ces perspectives qui sont en train d'embrouiller un peu la carte politique habituelle de notre pays, Laurent Delors Faton? Personne ne doutera du fait que l'expérience politique du système partisan que nous avons fait depuis 1990 s'est révélée négative. Et l'analyse diagnostique qui a été faite et tout le monde est d'accord qu'il fallait changer. Mais changer un système partisan, il aurait fallu quand même changer dans certaines conditions données. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle charte des partis politiques, nous avons un code électoral. Qu'on le veuille ou pas, ce sont des tests de loi qui posent problème. Ça veut dire que dans la forme, il fallait obligatoirement changer la donne, mais dans le fond, il y a problème. Et comme vous le disiez tantôt, c'est parce qu'il y a problème de fond que les résultats ont commencé déjà par être des résultats embrouillés. Parce que si, in fine, on avait bien conçu la charte, on avait bien conçu le code électoral, je pense que les problèmes qui ont commencé par naître juste au lendemain, on n'allait pas y assister. La réforme se ferait de manière beaucoup plus douce, mais aujourd'hui, on sent que c'est des réformes qui se font avec la force et on a de la peine à lire réellement ce qu'on a en face. Vous avez dit 2 blocs de la mouvance, 2 blocs de l'opposition. Personne ne peut encore dire à quoi nous allons assister parce que les jours à venir risquent de nous révéler encore d'autres choses et auxquelles on ne peut pas s'y attendre auparavant. Forcément. C'est là que vous avez entendu Laurent Delors Faton. Est-ce que dans dans cette charte des partis politiques, il y a des dispositions que vous auriez contestées? Est-ce que si on n'avait pas un peu forcé la main aux acteurs politiques, est-ce qu'on aurait véritablement réussi à réformer le système partisan de notre pays? Bon, je crois qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, il faudrait repréciser le contexte dans lequel
et ce code et cette charte et même la formation de ces deux blocs dits de la mouvance sont en train d'être formés. C'est-à-dire que le président de la République aurait souhaité se faire entourer de grands ensembles politiques. Et la possibilité était donnée quand même, disons, aux uns et aux autres, parce que lorsque vous avez la chance en tant que chef de l'État d'avoir le soutien de 62 députés qui sont acquis à votre cause et qui se sont constitués en BMP, bloc de la majorité parlementaire, il était bien, à la veille des élections législatives, que tout un chacun d'eux se mette dans une certaine cohésion pour pouvoir affronter le challenge électoral. Et c'est ce pourquoi, en ce qui concerne les élections législatives, 3 grands blocs se dégageaient. Notamment, un bloc se constituait autour du PRD qui ne voulait pas se fondre dans quoi que ce soit. Il y avait aussi un second bloc qu'on appelle le bloc progressiste. Et le bloc progressiste, c'était quoi? C'était les gens de l'Union fait la nation, les Amoussou Bruno, et l'AND, et les dissidents de la RB dirigés par Abraham Zizinokwe, et puis les Akeda Tondé et autres qui se sont mis ensemble. Sans oublier Maturé Nango. Oui, sans oublier ceux des FDU qui se sont mis ensemble pour former le bloc progressiste. De l'autre côté, nous avons la dynamique unitaire qui était constituée essentiellement quand même, disons, des classiques du régime de Boni Yayi, c'est-à-dire quoi, les Gbadamansi, les Okunlola et bien d'autres choses, et qui se sont mis ensemble avec Barthélémy Kassa, Valentin Aditi Houlé et autres. Mais le chef de l'État, après juste le vote de la charte des partis et du code électoral, s'est rendu compte de ce que il ne serait pas bien qu'il soit quand même, disons, l'auteur de la partition politique du pays. C'est-à-dire quoi? Puisque toute analyse faite, il se révélait que ces 3 blocs donnaient l'image du monstre à 3 têtes auquel on avait assisté en 1970. À Romadegbe, à Piti Maga. Romadegbe étant un canon qui... Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, lorsque vous prenez la dynamique unitaire qui a une connotation plutôt nordiste et régionaliste, donc, Maga, lorsque vous prenez ceux des progressistes, il y a quand même, disons, une certaine domination dans les milieux fonds, mais également aussi dans le monokoufo qui incarnait un peu à Romadegbe. Et il y a le PRD qui était l'image tout fait de Apiti. Donc, il fallait quand même essayer un temps soit peu. Vous êtes sûr que cette analyse historique a été faite? Attendez, c'est qu'il fallait quand même à un certain moment donné, moi je n'ai pas assisté au débat, mais quand même en tant que journaliste, j'ai pu avoir le son de cloche du président de la République qui aurait souhaité à ce que les gens se constituent en un seul bloc. Mais la possibilité à ce que les gens se constituent en un seul bloc, elle était vraiment mince. Donc il fallait aller à 2 blocs. Et au niveau des 2 blocs aujourd'hui, ce à quoi nous assistons, c'est que il y a quand même, disons, les progressistes qui sont maintenus en l'état, et il y a ceux des dynamiques unitaires qui doivent s'inféoder avec ceux du PRD, additionnés à d'autres formations politiques, notamment le bloc des jeunes qui se constitue, à savoir Bénin en route, l'UDBN, et bien d'autres formations politiques qui se sont mis en place pour former... Avec M. Videgla aussi. Oui, avec l'UND et puis la nouvelle coalition de Mme Matisse qui se sont mis ensemble pour former un bloc. C'est vrai qu'il y a assez de remous au sein de ces différents blocs. Maintenant, votre question qui consiste à savoir si éventuellement il fallait quand même, disons, voter ce code de l'achat des partis avec certaines dispositions, je crois que dans un premier temps, je dirais que la volonté de ceux qui ont fait la nouvelle charte des partis et le code électoral, c'est de pouvoir réformer notre classe politique. Mais ils ont eu tort, puisque c'est lorsque vous faites le diagnostic, vous vous rendez compte de ce que, même s'il y a toute une multitude de formations politiques, qu'est-ce qui posait les problèmes au niveau de ces formations politiques? Il y a 2 problèmes majeurs. Le premier problème, c'est l'absence de démocratie au niveau de ces formations politiques. C'est-à-dire quoi? Vous voyez la même personne qui demeure leader de la formation politique sur une période de 10 ans, sur une période de 20 ans. Et lorsqu'il s'agit de proposer des gens à des postes nominatifs, ce dernier propose peut-être son enfant ou bien un proche. Si vous pouvez un peu résumer, parce que là, vous avez un temps de parole qui est extrêmement long. Donc, le second aspect de la chose, c'est-à-dire quoi? C'est la transhumance politique. C'est-à-dire, les formations politiques portent des gens, soutiennent des gens qui, une fois qu'ils deviennent des députés, démissionnent. Oui, donc, et pour toutes ces raisons, il fallait que la loi oblige. Il fallait que la loi, quand même, disons, intègre ces facteurs. Mais malheureusement,
La loi sur la transhumance n'est pas dedans. Ce qui aujourd'hui pose tout problème parce que lorsque des gens n'avaient pas l'habitude de s'entendre déjà, ce n'est même pas la peine de former un panier à crabes où ils vont s'entretuer et s'entre-déchirer. Vous jetez déjà le pavé dans la mare. Il s'agit donc de blocs dans lesquels on va s'entre-déchirer, voire même s'entretuer, comme dit Cyriaque Dekenou. Mais avant d'aborder ces difficultés, est-ce qu'il n'y a pas des gains, des avantages en constituant des partis politiques plus grands, les acteurs politiques vont tirer, notamment dans la perspective des élections qui sont à venir? On est toujours fort quand on est ensemble. C'est-à-dire qu'on gagnerait toujours à être ensemble. Mais vous savez, il y a une expérience politique béninoise qui s'est constituée en l'espace de 28 ans, où des gens ont vécu dans un système de monarchie au sein des partis politiques, où les gens sont des leaders, ils se sont constitués en leaders à vie. Et ils ne conçoivent pas que du jour au lendemain, on puisse venir leur arracher ce leadership éternel. Et qu'il y a ce problème majeur qui fait que même si on devrait les envoyer vers une union, vers la construction de grands blocs, le problème se poserait parce que ce ne serait pas facile. Et je vais vous dire une chose, c'est que le chef de l'État, c'est lui-même qui est à la base de ce qui se passe au sein du bloc de la majorité aujourd'hui. Parce que le chef de l'État n'est pas resté constant dans sa dynamique. Et c'est comme si ils ont concocté une loi sans réfléchir réellement à tous les contours de la loi. Parce qu'au départ, vous vous souvenez, il y a environ 1 an, les rumeurs ont circulé, le chef d'État même avait demandé à ce que la majorité se constitue en un seul bloc. Ils avaient demandé ça. Et progressivement, il a constaté que ça ne marcherait pas. Et il a demandé qu'on fasse 3 blocs. Et du jour au lendemain, il revient pour dire qu'on fasse 2 blocs. Ça veut dire qu'en réalité, le chef de l'État, c'est lui-même qui n'est pas conséquent dans sa dynamique de vouloir reformer son bloc. Mais ce n'est pas nouveau. Soglo a réussi à constituer autour de lui un seul bloc, la RBI. Kérékou a fait l'UBF en son temps. Yaïbouni a fait la FCBE en son temps. Ça veut dire que constituer autour de soi un seul bloc n'est pas nouveau. Et ce n'est pas une innovation en réalité. On devrait parvenir à le faire facilement parce que l'expérience est là. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché dans l'expérience passée? Une fois que vous quittez le pouvoir, le bloc constitué autour de vous explose. C'était seulement le mal auquel il fallait trouver une solution. Parce que tous les chefs de l'État, de l'ère démocratique, excepté le président actuel, ont réussi à maintenir leur équipe dans un bloc. Mais c'était une alliance, mais c'était une alliance qui était constituée, qui a duré dans le temps. L'UBF a duré son temps. La RB reste encore depuis sa création et les FCBE ont réussi, même s'il y a eu un dégraissement, je dirais, ont réussi à se constituer après le départ de Bouni en parti politique. C'est-à-dire que le chef d'État aurait simplement réussi à rester dans sa logique de constituer un seul bloc. Il aurait fait... Vous n'oubliez pas que ces différents partis autour des chefs d'État ou ces différentes alliances de partis étaient également, également s'agréger d'autres alliances qui refusaient d'intégrer ces partis-là. On se souvient Corée 2, on se souvient CBE, etc. Beaucoup d'alliances qui étaient allées aux élections législatives en même temps que les FCBE et qui ont obtenu des députés. Le cas dont vous parlez, c'était un cas qui s'est produit à la veille des élections et c'était Corée 2 et UB. Et les deux... CBE aussi, hein, CBE, Corée 2, UB, CBE, c'était juste quelques individualités qui ne faisaient pas le grand lot. Le grand lot est resté dans le bloc. Et vous avez vu, ce n'est qu'à la veille, ce n'est que juste à la veille des positionnements que ça s'est posé. Mais aujourd'hui, on n'est même pas encore allé au positionnement. C'est même bien avant, parce que ça fait déjà pratiquement 1 an qu'il y a une incapacité à fédérer les énergies. Oui, mais quand on veut que tout le monde fasse un seul parti, c'est là le problème. Qui sera le leader? Ce que je dis est simple, ce n'est pas nouveau. Déjà, les talons ont réussi à le faire. Quand vous prenez les FCBE, c'était des acteurs hétéroclites qu'on a réussi à maintenir dans un bloc. Quand on prend le BF, c'était pareil. Il y avait beaucoup... Mais est-ce que c'est pas parce que celui qui est au pouvoir utilise le pouvoir comme étant le moyen de garder ensemble ces gens-là et que le président Patrice Talon, lui, se refuse à être leader lui-même d'une formation politique?
Bon, je crois que le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui est un problème qui est né déjà depuis l'avènement du président Patrice Talon au pouvoir. Et pourquoi? Vous savez, lorsque vous êtes un chef et que vous parvenez dans un contexte pareil à hériter du pouvoir, la meilleure manière de fonctionner, c'était très tôt de constituer autour de vous quand même, disons, une formation politique, c'était tout. Mais le choix fait, j'en viens au fait. Le choix fait, c'est le fait que l'actuel président de la République a été clair là-dessus, c'est qu'il ne voudrait pas faire la politique politicienne. C'est-à-dire quoi? Constituer autour de lui un parti politique qui serait peut-être une boîte à crabe, une boîte de chantage et bien d'autres choses. C'est vrai que le rejet du projet de révision de la Constitution l'a amené quand même, disons, à se raviser, à se dire, il faudra vraiment que je puisse... Dans le jeu politique. Que je puisse rentrer dans le jeu politique. Maintenant, l'autre aspect de la chose, c'est que il a eu tort dans la mesure où ceux qui étaient ses premiers soutiens, qui l'ont porté au pouvoir, et c'est là où le problème a commencé. Ceux qui étaient ses premiers soutiens, qui l'ont porté au pouvoir, très tôt, il fallait bénir l'initiative de former une formation politique autour de ceux-là. Quitte aux autres, qui quand même, disons, sont aujourd'hui les transfuges des FCBE et bien d'autres formations politiques, de le rejoindre par la suite. Mais la priorité sont majoritaires au Parlement. Mais malheureusement, aujourd'hui, vous savez, vous ne pouvez pas, en l'état actuel des choses, dire forcément que vous voulez constituer peut-être une formation politique autour d'acteurs qui, pendant 10 ans, sont allés contre vous. On se rappelle encore, dans un passé très récent, des gens qui étaient là, qui ont demandé à ce que, qui ont presque mis à prix la tête de Patrice Talon. Et du jour au lendemain, vous voyez aujourd'hui ceux-là acclamer peut-être pour rejeter le régime auquel ils avaient appartenu. C'est pour dire quoi? Le chef de l'État a sa volonté. Et cette volonté, je crois qu'elle est très très bonne. Mais malheureusement, dans les actes, il serait aujourd'hui difficile pour lui de pouvoir quand même constituer ces deux blocs sans laisser de séquelles, puisqu'il y aura des frustrations. Et l'autre aspect de la chose qu'il convient de souligner, c'est que on peut beau mettre en place les différents blocs, mais la certitude que ceux-là restent ensemble jusqu'à la veille des élections législatives, cette certitude-là, elle est véritablement nulle aujourd'hui. Est-ce que, Laurent Delors-Faton, vous pensez que la majorité parlementaire aujourd'hui peut véritablement donner deux partis politiques ou bien les bilbis dont on entend parler par-ci par-là vous paraissent comme étant véridiques et que les acteurs politiques sont vraiment et définitivement incapables au sein de cette mouvance de se constituer en deux partis politiques? Ce qui est très sûr est que le chef de l'État aura des difficultés énormes à constituer ces deux blocs. C'est très sûr. Et s'il décide lui-même de positionner les gens, de redistribuer les postes, etc. C'est que, je dis, l'incohérence a été notée déjà dans le comportement. Et au lieu de chercher, parce que quand vous voyez bien, au lieu de chercher à construire des blocs, on cherche à gagner une élection. C'est là où c'est là le problème se situe, quoi. On veut gagner une élection et on cherche toutes les cartes possibles pour gagner les élections. C'est-à-dire que l'intention voulue par le législateur, en votant le code et la charte, c'est qu'on peut avoir des grands ensembles. Mais l'intention du chef de l'État, c'est de gagner des élections législatives. C'est-à-dire qu'il y a deux objectifs qui sont différents. C'est-à-dire que mais... comment concilier cette volonté de gagner les législatives et respecter ce que prescrivent les deux textes de loi. Toute la question est là. Et cette gymnastique, je pense qu'ils ont de la difficulté, énormément de difficulté à jumeler les deux. Est-ce que c'est pas parce que Patrice Talon laisse les acteurs s'entendre entre eux qu'on note cette difficulté? S'il prend la décision comme Boniaï a pu le faire quand il a créé FCBE, comme Mathieu Kérékou a pu le faire avec UBF ou comme Nitivo Soglo et Rodin Soglo l'ont fait avec la Renaissance du Bénin. Si Patrice Talon rentre dans la sauce politique et décide, bon, toi tu seras candidat à tel endroit, toi tu seras candidat à tel endroit, et puis il réussit à positionner ses 62 députés et ajoute maintenant des candidats aux autres postes,
est-ce qu'on ne va pas assister à un calme dans ces deux blocs? Ne vous leurrez pas, depuis que le projet de révision de la Constitution a été rejeté, Cheikh Taye est devenu acteur politique. Il était politique depuis. Il n'est plus l'homme qui n'était pas politique. Il fait la politique depuis. Tout ce qu'il fait, c'est des calculs politiciens et il joue bien la politique. Seulement, le contexte a changé. Le contexte qui a aidé Boni Yayi, qui a aidé Mathieu Kérékou a changé. Aujourd'hui, on a affaire à des acteurs qui ne s'entendent pas, qui ne s'acceptent pas, qui ne se digèrent pas. Ils sont là seulement de circonstances. Parce que si vous observez bien, les gens ont été contraints juste au lendemain du rejet à rester ensemble. Et ils sont ensemble juste de forme et non de fond. C'est connu. Ça, vous ne pouvez pas l'affirmer. Non, écoutez, on n'a pas besoin d'aller dans le couvent. On a quand même assez à ce couvent, on sait ce qui se passe. C'est que le plan est là. La seule chose qui pourrait aider au chef de l'État, c'est le quota de 10%, les 10% qu'il va avoir pour pouvoir dégager un député est le seul paramètre sur lequel le chef d'État pourra tabler pour espérer maintenir le bloc. Mais si ce quota n'existe pas, je vous affirme tout, on n'aura plus de 5 blocs au sein de la mouvance. Il y a une situation, Syriac de Kénou, que personne ne perçoit, peut-être pour le moment. Le code électoral prescrit, la charte des partis politiques prescrit qu'il faut 6 mois pour les partis politiques actuels pour se mettre en règle. La charte n'est pas encore promulguée parce qu'elle reste en contrôle de constitutionnalité devant la Cour constitutionnelle. Les élections sont pratiquement dans 6 mois. 7 mois. Donc si jamais la promulgation n'est pas faite avant les élections, on risque d'aller encore aux élections avec la kyrielle de partis politiques. Vous savez, je crois que ce que je venais de dire tout à l'heure, le contexte qui a favorisé la mise en place des FCBE en 2007, le contexte qui a favorisé la mise en place de la Renaissance du Bénin en 92, et le contexte qui a favorisé la mise en place de l'UBF en 96, ce ne sont pas les mêmes contextes, dans la mesure où, lorsque vous êtes chef de l'État et que vous arrivez très tôt au pouvoir, la meilleure des choses, c'est de mettre en place la formation politique qui vous portera. C'est tout. Parce que, au fil des jours, puisque vous êtes en train de gouverner, tout le monde veut rester là où il y a de l'ombre. Donc, ceux qui sont peut-être les ouvriers de la 25e heure viennent se greffer à ce qui existait et même se positionnent en patron. Et c'est ce qui peut-être, au sein de la jeunesse aujourd'hui, crée assez de déception, puisque le président Patrice Talon est l'un des rares chefs de l'État qui est parvenu au pouvoir sans qu'aucune formation politique digne de ce nom ne le porte au premier tour des élections. Maintenant, j'en viens. Aucune. Il y avait des alliances. Il y avait, écoutez, à part la ND au premier tour, il y avait quelle formation politique? Pas une partie de la ND. Bon, c'est une partie de la ND, mais quand même, c'est la seule qui est réellement officielle et reconnue par le droit béninois. Donc, écoutez, ce qu'il faut souligner, le reste, ce n'était que des mouvements politiques au premier, c'est-à-dire quoi, des jeunes et des femmes qui n'hésitaient même pas à scander que bon, c'est Talon qui est dans notre corps et autres. Donc, le second tour a fait que bon nombre d'acteurs politiques qui avaient peut-être joué le jeu sont venus le rejoindre. L'article 56 de la Charte des partis dit expressément ceci, que toutes les formations politiques ont l'obligation de se réformer en ce qui concerne les membres fondateurs, c'est-à-dire quoi, les 1555, dans un délai de 6 mois. Et sinon, ces formations politiques disparaîtront. La charte n'est pas encore promulguée. Et il y a ce problème-là. Le dernier aspect de la chose, c'est que il y aura de véritables problèmes. Et ces problèmes ne font que commencer. Aujourd'hui, si vous prenez par exemple la contestation des jeunes de l'UDBN la dernière fois, ce qui a circulé sur les réseaux sociaux, la contestation, le communiqué de l'Alliance ABT par exemple, où les gens contestaient le fait de rester ensemble dans ce bloc. Donc, ça avait déjà commencé. C'est pour dire quoi? Nous risquons d'assister à ce à quoi on avait assisté en ce qui concerne l'Alliance républicaine. C'est-à-dire quoi? Une alliance bien conçue et bien formatée sur un papier, mais qui ne sera pas, mais que l'on ne peut pas implémenter sur le terrain, puisque la base ne serait pas d'accord avec. Je prends le cas de la 6e circonscription électorale, par exemple. Et au niveau de la 6e circonscription... C'est ce qui vous intéresse le plus. Électorale, oui, ça là, ça m'intéresse beaucoup. Vous prenez aujourd'hui le cas de la 6e circonscription électorale, par exemple. Vous voyez que dans ce bloc de dynamique unitaire, par exemple, il y a Houdé, il y a Mme Claudine Prudencio, il y a également aussi le PRD avec son porte-étendard, Mme Aladia, qui acceptera être deuxième, qui acceptera être tête de liste.
il y a tous ces problèmes-là qui vont se poser. Ce qui déjà crée une certaine hantise, puisque dans les conciliabules de départ, j'aurais déjà promis à telle personne, si je suis titulaire, c'est toi qui serais deuxième sur ma liste. Mais le fait que l'on nous oblige à rester ensemble va faire que les gens vont suivre et vont sourire. Mais au niveau de la base, beaucoup n'accepteront pas. Et ce sont plutôt ceux-là qui seront les déçus et qui peut-être vont servir davantage à l'opposition, qui n'en a pas forcément besoin aujourd'hui. Ça, on n'a pas encore la preuve. Laurent Delors-Faton, il y a effectivement aujourd'hui peut-être du grabuge au sein de la mouvance présidentielle pour la constitution des blocs. Mais même si on n'en entend pas parler, dans l'opposition, les tractations qui se mènent également autour d'ambitions mal réfrénées. Vous contestez ou vous affirmez comme moi? Ce qui est sur une élection est toujours un enjeu difficile. Et en matière politique, les négociations ne sont jamais faciles. L'opposition négocie aussi. Et l'opposition aussi a un objectif. Mais vous savez, l'opposition a plus un mot de mal que la mouvance. Oui. Parce Ils que sont moins nombreux. Non seulement ils sont moins nombreux, mais ils ont un enjeu de vie. Non, un enjeu de vie. Soit l'opposition gagne, ou elle est enterrée complètement, alors que les autres sont déjà au pouvoir. Et qu'ils ont les attributs du pouvoir, ils ont les moyens du pouvoir. Non, ils peuvent ne pas gagner, mais non, ils ont leur minorité. Ils ont les moyens du pouvoir. Ça veut dire qu'ils sont apparemment plus forts. Et les autres qui sont faibles, ils n'ont pas d'autres alternatives que de s'unir et de rassembler leur énergie. Leur énergie pour pouvoir devenir forts. Mais les autres, le pouvoir leur a déjà conféré une force. Et que ça fait que c'est plus facile à négocier. Non seulement ça. Vous savez, au niveau de l'opposition, les acteurs se connaissent déjà. Et ils ont ensemble un seul objectif. L'objectif qu'ils ont ensemble, c'est que le pouvoir en place est un pouvoir d'acharnement contre eux. Et qu'ils ont un objectif ensemble à combattre le système en place. Mais les autres, ils ne voient pas l'adversaire. Leur seule ambition, ils sont déjà là, c'est comment perpétuer. C'est que chacun d'eux est déjà dans une posture où il n'a pas un adversaire en face d'eux. Alors que les autres, ils ont un adversaire en face d'eux. Ils sont obligés de s'entendre. Même si les négociations peuvent quelquefois avoir des couacs, tout cela il y aura moins de problèmes pour l'opposition que pour la mouvance. Parce que l'opposition, d'abord, vous l'avez dit, ils ne sont pas trop nombreux. On connaît l'opposition, on sait que c'est à peine 5 ou 6 formations politiques, grandes formations politiques qui sont là, dans l'opposition. On les connaît. Et ceux-là, qu'on le veuille ou pas, le seul élément de l'opposition qui était l'élément apolémique, c'est Candide Dazanaï. On ne le veuille pas. Les autres acteurs étaient déjà ensemble. Quand on voyait la déclaration de Djefa, ils étaient tous déjà ensemble dans une dynamique donnée depuis Djefa. Candide seul restait à l'écart. Mais depuis quelque temps, on sent quand même Candide rejoindre les autres forces de l'opposition. Ces manœuvres politiciennes, comme vous les avez appelées tout à l'heure, elles sont quand même de nature, autant que ce qui se passe dans la mouvance, à déplaire à la base au peuple. Qu'est-ce que le peuple va voter dans ces conditions-là quand il n'accepte pas de voir des acteurs politiques qui se sont combattus hier et pour lesquels il s'est sacrifié, se retrouver encore ensemble cette fois-là? Que fait le peuple? Est-ce qu'on risque d'aller vers des élections qui seront boycottées par la population? Rappelez-vous seulement ce qui s'est passé en 2015. Parce que le peuple béninois est un peuple assez intelligent. Et assez amnésique aussi. Le peuple béninois sait, assez amnésique certainement, mais le peuple béninois sait quand même défendre à un moment donné des intérêts majeurs. Vous parlez de quel événement de 2015? On ne pouvait pas élire Patrice Talon. Ce peuple béninois devrait tenir compte de l'antécédent de chacun. Mais à un moment donné, le peuple béninois a dit nous avons un intérêt majeur. Il ne fallait pas qu'un chef de l'État nous impose un système. Et simplement, cet argument simple suffit. Vous allez voir, en 2019, le peuple ne regardera pas trop la posture des gens. Si le peuple a un intérêt majeur, vous verrez qu'il y a du camp où son intérêt est. Personne ne dit que l'intérêt majeur du peuple est dans l'opposition. Mais là où quand le peuple verra que sa suivi dépend d'un enjeu, il ne verra pas les acteurs politiques. Il verra l'enjeu à défendre et suivra simplement l'enjeu pour agir. Ce qui est passé en 2015, et ça qui va se passer encore. Et c'est passé pour en 2016. 2015, vous parlez des élections législatives. C'est ce qui s'est passé. En 2016, c'est pareil. Vous verrez que la même chose va se reproduire en 2019. Là où l'enjeu du peuple sera, vous verrez qu'il est de ce côté. Personne ne peut dire si l'enjeu est dans la mouvance ou bien dans l'opposition. Le peuple décidera au moment opportun de là où son enjeu se situe. C'est vous qui parlez beaucoup de la contestation que la base fait entendre
Dans ces conditions, que pensez-vous, vous, si vous étiez d'une de ces bases-là, qu'auriez-vous fait dans ces conditions-là? Vous êtes peut-être un partisan du gouvernement, mais vous ne concevez pas que votre chef de parti politique se retrouve en 3e position sur une liste. Est-ce que le peuple peut, dans ces conditions-là, voter pour les partis adverses, rien que parce que le leader politique pressenti n'est pas à la position voulue? Vous savez, il faut remarquer que ces différentes contestations sont dues à quoi? Sont dues à ce que les acteurs politiques béninois ont l'instinct de conservation. C'est-à-dire quoi? Je ne voudrais pas que mon parti disparaisse au profit du parti de tel. Si je prends le cas de la dynamique unitaire, le véritable problème qui se pose déjà aujourd'hui, c'est le problème de logo, où le PRD, à l'issue des négociations avec le président de la République, aurait pu obtenir de ce dernier que son logo soit maintenu en état sans mutilation. Ce qui aujourd'hui énerve plus d'un et qui estimerait qu'ils ont fait le combat pour que Patrice Talon soit au pouvoir et pas pour que Mbedi, qui les avait combattus sur le terrain au sein de l'Alliance républicaine avec son logo PRD et puis RB et Manchin, viennent quand même, disons, leur avis la vedette. Ce qui est sûr, en l'état actuel des choses où les gens ne s'entendent pas, le mieux aujourd'hui, si j'étais à la place du président de la République, c'est de pouvoir maximiser les chances de la mouvance en faisant un recul. C'est-à-dire quoi? Constituez-vous par affinité. Et peut-être pour permettre à chacun d'aller. Si quelqu'un a la capacité de pouvoir former son bloc, que l'intéressé y aille. Puisque l'autre grande crainte qui anime les uns et les autres, c'est la peur de ne pas pouvoir être positionné. S'il y a deux blocs, on sait comment les choses se font. C'est le président du parti et le secrétaire général qui signent. Donc, vous n'avez pas la certitude de ce que votre nom sera positionné comme tête de liste. Et encore qu'il est dit que dès lors que vous recevez le récépissé provisoire de dépôt au niveau de la Sénat, qu'il n'y a plus aucune possibilité de modification. Ce qui voudrait dire que vous allez rester dans un grand ensemble. Et puis, à la dernière minute, quand la liste sortira au niveau de la Sénat, vous remarquerez que vous êtes peut-être 4e, alors que vous envisagez peut-être être tête de liste. Il y a toutes ces craintes-là. Vous ne serez pas sur la liste. Il y a cette hantise-là qui, de jour en jour, quand même, disons... Et en ce moment-là, contrairement aux fois antérieures, on ne peut plus déposer une nouvelle liste. Vous ne pouvez plus faire une quelconque modification. Ce qui voudrait dire quoi? Cette peur qui anime les différents acteurs est très préjudiciable. Parce que j'ai échangé hier avec un honorable député, membre du BMP, qui me disait ceci. Je dois mon titre de député aux femmes et aux jeunes. Quand ce député avait dit ça, ça m'a touché. Elle dit oui. Même si ce qui se passe aujourd'hui, puisque l'intéressé n'était pas trop d'accord avec ce qui se passe, elle m'a dit, mais je dois mon titre de député aux femmes et aux jeunes. C'est pour dire quoi? Ce qui se passe aujourd'hui, ils ne sont pas trop d'accord avec. Mais comme nous sommes dans un environnement sociologique où on ne contredit pas forcément le chef, on est obligé d'accepter. Mais qu'est-ce qui va se passer sur le terrain? L'opposition a moins de problèmes aujourd'hui, puisque les députés peuvent être positionnés facilement. Ils sont peu nombreux, il n'y aura pas la question d'ego, il n'y aura pas la question... Écoutez, c'est vrai, il n'y aura pas la question d'ego. Je reviens par exemple sur la 6e circonscription électorale, par exemple. Non, attendez par exemple, ne me prêtez pas des intentions forcément. Et vous résidez de la 6e circonscription. Je réside dans la 6e circonscription électorale et je maîtrise mieux par exemple le cas de la 6e circonscription électorale que toute autre circonscription électorale. On sait par exemple qu'au niveau de l'opposition que c'est Dianotin qui sera tête de liste. Ça c'est d'office. Mais par exemple, si on prend le cas du bloc de la dynamique unitaire par exemple, on a Claudine Prudence qui en termes de voix est sortie première lors des élections législatives de 2015. On a Houdé qui est là, c'est que sous la bannière de l'AND également aussi est sorti, qui sera tête de liste. Et le PRD, si éventuellement c'est Mbedi qui devrait être le président du bloc et qui va signer les documents, vous êtes sûr que par exemple, Aladia sera laissé. Donc, il y a par exemple tous ces paramètres qui inspirent une certaine peur aux gens. Donc, la seule façon aujourd'hui... qu'il y a une deuxième liste de la même mouvance. Qu'il y a également aussi une seconde liste, par exemple, les progressistes, où il y a Bada, il y a Dassigli et autres là. Et tous ceux-là ont des ambitions très, très affichées. Mais vous oubliez que Jean-Baptiste Hongay est aussi dans la circonscription. Également aussi, Jean-Baptiste Hongay de la dynamique unitaire aussi. Mener en route, qui sont ensemble aujourd'hui avec la dynamique. Donc, il y a tout ça problème. Le mieux aujourd'hui, à l'état actuel des choses,
et au regard de la connaissance, puisque nous avons une classe politique, excusez-moi. Le mieux doit respecter le droit. Oui, pour que le mieux respecte le droit. Oui. Il vaut mieux laisser les gens y aller. Si quelqu'un remplit les critères donnés, alors que l'intéressé y aille. Mais le risque n'est-il pas que, parce qu'il faut 10% ou moins des suffrages pour obtenir des députés, le risque n'est-il pas que des gens obtiennent des suffrages et que finalement, on arrive, je vais poser la question à Laurent de Lofaton, qu'on arrive à ce que c'est peut-être le parti le candidat qui est arrivé troisième en termes de voix dans une circonscription qui devient député alors que les deux premiers n'y parviennent pas. Si on laisse effectivement chacun former son bloc et y aller, c'est-à-dire le nombre de partis susceptibles d'atteindre 10% des suffrages est quand même extrêmement limité dans notre pays. Vous savez, cette charte et ce code posent plus de problèmes qu'ils n'en résolvent au Bénin. C'est que c'est pas comment les gens peuvent concevoir des lois aussi problématiques. L'objectif étant de réunir. C'est faux, c'est faux. Vous avez vu, c'est qu'ils ont créé tellement de problèmes qu'aujourd'hui, ils sont incapables de gérer. Vous allez voir, hein, je crains, et c'est là où je crains qu'on assiste à une reculade historique, que personne ne promulgue cette charte sur ce code. C'est que je suis sûr que le chef d'État ne va pas promulguer. Parce que... On n'a pas encore... à l'épreuve, non. Vous savez, à l'épreuve... Je ne partage pas forcément votre... Non, je ne vais pas partager. Vous savez, je crains. Et je me dis, nous allons assister à une reculade des plus historiques du Bénin, où on aura fait 2 ans. Il nous reste 1 minute pour ça. On aura fait 2 ans pour dire, on va charte, et en définitive, on ne va pas promulguer. Parce qu'aujourd'hui, l'équation de positionnement ou de construction des blocs, la mouvance est incapable d'y parvenir. Parce que ceux qu'on a envoyés vers le bloc dynamique unitaire, quand on prend par exemple ceux qui étaient conçus par Renvoy Blair, qu'on sort dans la 21e circonscription, ils ont déjà dit qu'ils ne vont pas là-bas, qu'ils vont aller dans le bloc progressiste. Alors que dans les progressistes, il y avait déjà Bouyete, qu'on qui était là. Vous savez, c'est qu'il y aura tellement de transhumance en leur sein tout à l'heure que le chef d'État sera incapable de pouvoir gérer. Il va dire mieux vaut laisser ces 2 lois et allons aux élections telles qu'on l'a prévu, parce que personne ne pourra gérer la crise qui s'annonce à l'horizon dans le bloc de la mouvance aujourd'hui. Ils sont créés eux-mêmes leurs problèmes. Espérons qu'ils y trouveront les solutions, à défaut qu'ils nous les laissent vivre un peu ce qu'on vivait pour que la tension populaire puisse se baisser. Parce qu'il serait dommageable qu'à l'intérieur de ce bloc, ils se font une guerre à mort, mais la guerre est déjà sur le tapis. Et je pense qu'il peut trouver une solution pour la résoudre. Merci Laurent de Lofaton. Un dernier mot, Non, bon, je crois que lorsque l'on fait trop de fixation sur l'adversaire, c'est comme ça que l'on se met peut-être les balles dans les pieds. Aujourd'hui, le chef de l'État, Patrice Talon, est en train de découvrir ce que représente véritablement la classe politique béninoise et les acteurs politiques béninois. Vous pensez qu'il ne le savait pas? Et il le savait peut-être, mais vous savez, à l'expérimentation, on découvre mieux que dans une position quand même, disons, où l'on n'influençait pas grand-chose. Aujourd'hui, le mieux peut-être, c'est de laisser les gens y aller. Et ça, là, je le dis, laisser les gens y aller. Si quelqu'un peut, et que la personne est capable quand même, disons, de faire... Il ne suffit pas de dire que l'on peut... Non, vous savez, ce qui est sûr et certain... On a vu Koupaki, écoutez, ce qui est sûr et certain, du moment où ils ne veulent pas rester ensemble, ne les y obligez pas. Parce que le cas de l'Alliance républicaine, ça s'est passé sous mes yeux. Le cas de l'Alliance républicaine, au moment où les contestations avaient commencé, l'ancien chef de l'État, lui, il minimisait tout. Peut-être que ce ne sont pas les mêmes hommes, mais ce sont plutôt les mêmes acteurs. Ce sont les mêmes acteurs qui, hier, étaient quand même, disons, les transfuges de l'Alliance républicaine et qui disaient le jour Zissou, mais la nuit, quand même, disons, travaillaient beaucoup plus pour que Patrice Talon soit au pouvoir. Ce sont les mêmes acteurs qui sont là. Et la crainte, elle est véritablement le mieux, c'est de laisser tout chacun. Si quelqu'un peut s'épanouir seul, que l'intéressé y aille en faisant face aux conséquences. Merci Cyriac Dekenou. Vous êtes le directeur de publication d'Emergence Info. Votre posture sur la question, elle est claire. Vous auriez souhaité que les partis politiques puissent aller à ces élections-là de façon libre comme par le passé, donc sans se soumettre aux dispositions du code actuel, en tout cas qui n'est pas encore promulgué. Laurent de Lofaton en face de vos communicateurs, spécialistes donc en communication politique et analyste politique fin. Vous avez essayé, en tout cas avec nous, de parler de la constitution des grands partis pour les législatives 2019.
ce qui risque de se passer. Merci à vous pour cette discussion qui fut très intéressante.